Deuxième partie, chapitre 19 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 19, le Gulf Stream. Cette terrible scène du 20 avril, aucun de nous ne pourra jamais l'oublier. Je l'ai écrite sous l'impression d'une émotion violente. Depuis, j'en ai revu le récit. Je l'ai lu à Conseil et aux Canadiens. Ils l'ont trouvé exact comme fait, mais insuffisant comme effet. Pour peindre de pareils tableaux, il faudrait la plume du plus illustre de nos poètes, l'auteur des Travailleurs de la mer. J'ai dit que le capitaine Nemo pleurait en regardant les flots. Sa douleur fut immense. C'était le second compagnon qu'il perdait depuis notre arrivée à bord. Et quelle mort! Cet ami, écrasé, étouffé, brisé par le formidable bras d'un poulpe, broyé sous ses mandibules de fer, ne devait pas reposer avec ses compagnons dans les paisibles eaux du cimetière de corail. Pour moi, au milieu de cette lutte, c'était ce cri de désespoir poussé par l'infortuné qui m'avait déchiré le cœur. Ce pauvre Français, oubliant son langage de convention, s'était repris à parler la langue de son pays et de sa mère pour jeter un suprême appel. Parmi cet équipage du Nautilus, associé de corps et d'âme au capitaine Nemo, fuyant comme lui le contact des hommes, j'avais donc un compatriote. Était-il seul à représenter la France dans cette mystérieuse association, évidemment composée d'individus de nationalités diverses? C'était encore un de ces insolubles problèmes qui se dressaient sans cesse devant mon esprit. Le capitaine Nemo rentra dans sa chambre, et je ne le vis plus pendant quelque temps. Mais qu'il devait être triste, désespéré, irrésolu, si j'en jugeais par ce navire dont il était l'âme, et qui recevait toutes ses impressions. Le Nautilus ne gardait plus de direction déterminée. Il allait, venait, flottait comme un cadavre au gré des lames. Son hélice avait été dégagée, et cependant, il s'en servait à peine. Il naviguait au hasard. Il ne pouvait s'arracher du théâtre de sa dernière lutte, de cette mer qui avait dévoré l'un des siens. 10 jours se passèrent ainsi. Ce fut le 1er mai seulement que le Nautilus reprit franchement sa route au nord, après avoir eu connaissance des Lucailles à l'ouvert du canal de Bahama. Nous suivions alors le courant du plus grand fleuve de la mer, qui a ses rives, ses poissons et sa température propre. J'ai nommé le Gulf Stream. C'est un fleuve, en effet, qui coule librement au milieu de l'Atlantique et dont les eaux ne se mélangent pas aux eaux océaniennes. C'est un fleuve salé, plus salé que la mer ambiante. Sa profondeur moyenne est de 3000 pieds, sa largeur moyenne de 60 000. En de certains endroits, son courant marche avec une vitesse de 4 kilomètres à l'heure. L'invariable volume de ses eaux est plus considérable que celui de tous les fleuves du globe. La véritable source du Gulf Stream, reconnue par le commandant Maury, son point de départ, si l'on veut, est située dans le golfe de Gascogne. Là, ces eaux, encore faibles de température et de couleur, commencent à se former. Il descend au sud, longe l'Afrique équatoriale, échauffe ses flots aux rayons de la zone torride, traverse l'Atlantique, atteint le cap San Roque sur la côte brésilienne, et se bifurque en 2 branches dont l'une va se saturer encore des chaudes molécules de la mer des Antilles. Alors le Gulf Stream, chargé de rétablir l'équilibre entre les températures et de mêler les eaux des tropiques aux eaux boréales, commence son rôle de pondérateur. Chauffé à blanc dans le golfe du Mexique, il s'élève au nord sur les côtes américaines, s'avance jusqu'à Terre-Neuve, dévie sous la poussée du courant froid du détroit de Davis, reprend la route de l'océan en suivant sur un des grands cercles du globe la ligne loxodromique, se divise en 2 bras vers le 43e degré, dont l'un, aidé par l'Alizé du nord-est, revient au golfe de Gascogne et aux Açores, et dont l'autre,
après avoir attiédi les rivages de l'Irlande et de la Norvège, va jusqu'au-delà du Spitzberg, où sa température tombe à 4 degrés, former la mer libre du pôle. C'est sur ce fleuve de l'océan que le Nautilus naviguait alors. À sa sortie du canal de Bahama, sur 14 lieues de large et sur 350 mètres de profondeur, le Gulf Stream marche à raison de 8 kilomètres à l'heure. Cette rapidité décroît régulièrement à mesure qu'il s'avance vers le nord, et il faut souhaiter que cette régularité persiste, car si, comme on a cru le remarquer, sa vitesse et sa direction viennent à se modifier, les climats européens seront soumis à des perturbations dont on ne saurait calculer les conséquences. Vers midi, j'étais sur la plate-forme avec Conseil. Je lui faisais connaître les particularités relatives au Gulf Stream. Quand mon explication fut terminée, je l'invitai à plonger ses mains dans le courant. Conseil obéit et fut très étonné de n'éprouver aucune sensation, de chaud ni de froid. Cela vient, lui dis-je, de ce que la température des eaux du Gulf Stream, en sortant du golfe du Mexique, est peu différente de celle du sang. Ce Gulf Stream est un vaste calorifère qui permet aux côtes d'Europe de se parer d'une éternelle verdure. Et, s'il faut en croire Maury, la chaleur de ce courant, totalement utilisée, fournirait assez de calorique pour tenir en fusion un fleuve de fer fondu aussi grand que l'Amazone ou le Missouri. En ce moment, la vitesse du Gulf Stream était de 2 mètres 25 par seconde. Son courant est tellement distinct de la mer ambiante que ses eaux comprimées font saillie sur l'océan et qu'un dénivellement s'opère entre elles et les eaux froides. Sombres d'ailleurs et très riches en matières salines, elles tranchent par leur pur indigo sur les flots verts qui les environnent. Telle est même la netteté de leur ligne de démarcation que le Nautilus, à la hauteur des Carolines, trancha de son éperon les flots du Gulf Stream, tandis que son hélice battait encore ceux de l'océan. Ce courant entraînait avec lui tout un monde d'êtres vivants. Les argonautes, si communs dans la Méditerranée, y voyageaient par troupes nombreuses. Parmi les cartilagineux, les plus remarquables étaient des raies dont la queue très déliée formait à peu près le tiers du corps, et qui figuraient de vastes losanges longs de 25 pieds. Puis, de petits squales d'1 mètre, à tête grande, à museau court et arrondi, à dents pointues disposées sur plusieurs rangs, et dont le corps paraissait couvert d'écailles. Parmi les poissons osseux, je notai des labres grisons particuliers à ces mers, des spares synagres dont l'iris brillait comme un feu, des sciènes longues d'1 mètre, à large gueule hérissée de petites dents, qui faisaient entendre un léger cri, des centronotes nègres dont j'ai déjà parlé, des coryphènes bleus relevés d'or et d'argent, des perroquets, vrais arcs-en-ciel de l'océan, qui peuvent rivaliser de couleur avec les plus beaux oiseaux des tropiques, des blémibosquiens à tête triangulaire, des rhombes bleuâtres dépourvus d'écailles, des batrachoïdes recouverts d'une bande jaune et transversale qui figure un T grec, des fourmillements de petits goïoques pointillés de taches brunes, des diptérodons à tête argentée et à queue jaune, divers échantillons de salmones, des mugilomores, sveltes de taille, brillant d'un éclat doux, que lacépède a consacrés à l'aimable compagne de sa vie, enfin un beau poisson, le chevalier américain, qui, décoré de tous les ordres et chamarré de tous les rubans, fréquente les rivages de cette grande nation où les rubans et les ordres sont si médiocrement estimés. J'ajouterai que, pendant la nuit, les eaux phosphorescentes du Gulf Stream rivalisaient avec l'éclat électrique de notre fanal, surtout par ces temps orageux qui nous menaçaient fréquemment. Le 8 mai, nous étions encore en travers du cap Hatteras, à la hauteur de la Caroline du Nord. La largeur du Gulf Stream est là de 75 milles et sa profondeur de 210 mètres. Le Nautilus continuait d'errer à l'aventure. Toute surveillance semblait bannie du bord. Je conviendrai que dans ces conditions, une évasion pouvait réussir. En effet, les rivages habités offraient partout de faciles refuges. La mer était incessamment sillonnée de nombreux steamers
qui font le service entre New-York ou Boston et le golfe du Mexique, et nuit et jour parcourus par ces petites goélettes chargées du cabotage sur les divers points de la côte américaine. On pouvait espérer d'être recueilli. C'était donc une occasion favorable, malgré les 30 milles qui séparaient le Nautilus des côtes de l'Union. Mais une circonstance fâcheuse contrariait absolument les projets du Canadien. Le temps était fort mauvais. Nous approchions de ces parages où les tempêtes sont fréquentes, de cette patrie des trombes et des cyclones précisément engendrés par le courant du Gulf Stream. Affronter une mer souvent démontée sur un frêle canot, c'était courir à une perte certaine. Ned Land en convenait lui-même. Aussi rongeait-il son frein, pris d'une furieuse nostalgie que la fuite seule eût pu guérir. « Monsieur, me dit-il ce jour-là, il faut que cela finisse. Je veux en avoir le cœur net. Votre Nemo s'écarte des terres et remonte vers le nord. Mais je vous le déclare, j'ai assez du pôle sud, et je ne le suivrai pas au pôle nord. Que faire, Ned, puisqu'une évasion est impraticable en ce moment? J'en reviens à mon idée. Il faut parler au capitaine. Vous n'avez rien dit quand nous étions dans les mers de votre pays. Je veux parler, maintenant que nous sommes dans les mers du mien. Quand je songe qu'avant quelques jours, le Nautilus va se trouver à la hauteur de la Nouvelle-Écosse, et que là, vers Terre-Neuve, s'ouvre une large baie, que dans cette baie se jette le Saint-Laurent, et que le Saint-Laurent c'est mon fleuve à moi, le fleuve de Québec, ma ville natale, quand je songe à cela, la fureur me monte au visage, mes cheveux se hérissent. Tenez, monsieur, je me jetterai plutôt à la mer. Je ne resterai pas ici. J'y étouffe. Le Canadien était évidemment à bout de patience. Sa vigoureuse nature ne pouvait s'accommoder de cet emprisonnement prolongé. Sa physionomie s'altérait de jour en jour. Son caractère devenait de plus en plus sombre. Près de 7 mois s'étaient écoulés sans que nous eussions eu aucune nouvelle de la terre. De plus, l'isolement du capitaine Nemo, son humeur modifiée, surtout depuis le combat des poulpes, sa taciturnité, tout me faisait apparaître les choses sous un aspect différent. Je ne sentais plus l'enthousiasme des premiers jours. Il fallait être un flamand comme Conseil pour accepter cette situation dans ce milieu réservé aux cétacés et autres habitants de la mer. Véritablement, si ce brave garçon, au lieu de poumons, avait eu des branchies, je crois qu'il aurait fait un poisson distingué. « Eh bien, monsieur ?» reprit Ned Land, voyant que je ne répondais pas. « Eh bien, Ned, vous voulez que je demande au capitaine Nemo quelles sont ses intentions à notre égard ?»« Oui, monsieur. »« Et cela, quoiqu'il les ait déjà fait connaître ?»« Oui. Je désire être fixé une dernière fois. Parlez pour moi seul, en mon seul nom, si vous voulez. »« Mais je le rencontre rarement. Il m'évite même. » C'est une raison de plus pour l'aller voir. Je l'interrogerai, Ned. Quand? Demanda le Canadien en insistant. Quand je le rencontrerai. Monsieur Aronnax, voulez-vous que j'aille le trouver, moi? Non, laissez-moi faire. Demain. Aujourd'hui, dit Ned Land. Soit. Aujourd'hui, je le verrai, répondis-je au Canadien, qui, en agissant lui-même, eût certainement tout compromis. Je restai seul. La demande décidée, je résolus d'en finir immédiatement. J'aime mieux chose faite que chose à faire. Je rentrai dans ma chambre. De là, j'entendis marcher dans celle du capitaine Nemo. Il ne fallait pas laisser échapper cette occasion de le rencontrer. Je frappai à sa porte. Je n'obtins pas de réponse. Je frappai de nouveau, puis je tournai le bouton. La porte s'ouvrit. J'entrai. Le capitaine était là. Courbé sur sa table de travail, il ne m'avait pas entendu. Résolu à ne pas sortir sans l'avoir interrogé, je m'approchai de lui. Il releva la tête brusquement, fronça les sourcils et me dit d'un ton assez rude: « Vous ici, que me voulez-vous ?»« Vous parlez, capitaine. »« Mais je suis occupé, monsieur, je travaille. Cette liberté que je vous laisse de vous isoler, ne puis-je l'avoir pour moi ?» La réception était peu encourageante, mais j'étais décidé à tout entendre, pour tout répondre. « Monsieur, dis-je froidement, j'ai à vous parler d'une affaire qu'il ne m'est pas permis de retarder. »« Laquelle, monsieur ?» répondit-il ironiquement. « Avez-vous fait quelque découverte qui m'est échappée »
La mer vous a-t-elle livré de nouveaux secrets? Nous étions loin du compte, mais avant que j'eusse répondu, me montrant un manuscrit ouvert sur sa table, il me dit d'un ton plus grave: voici, monsieur Aronnax, un manuscrit écrit en plusieurs langues. Il contient le résumé de mes études sur la mer et, s'il plaît à Dieu, il ne périra pas avec moi. Ce manuscrit, signé de mon nom, complété par l'histoire de ma vie, sera renfermé dans un petit appareil insubmersible. Le dernier survivant de nous tous à bord du Nautilus jettera cet appareil à la mer, et il ira où les flots le porteront. Le nom de cet homme, son histoire écrite par lui-même, son mystère serait donc un jour dévoilé? Mais, en ce moment, je ne vis dans cette communication qu'une entrée en matière. Capitaine, répondis-je, je ne puis qu'approuver la pensée qui vous fait agir. Il ne faut pas que le fruit de vos études soit perdu. Mais le moyen que vous employez me paraît primitif. Qui sait où les vents pousseront cet appareil, en quelles mains il tombera? Ne sauriez-vous trouver mieux? Vous ou l'un des vôtres ne peut-il? Jamais, monsieur, dit vivement le capitaine en m'interrompant. Mais moi, mes compagnons, nous sommes prêts à garder ce manuscrit en réserve, et si vous nous rendez la liberté... La liberté! Fit le capitaine Nemo en se levant. Oui, monsieur, et c'est à ce sujet que je voulais vous interroger. Depuis 7 mois nous sommes à votre bord, et je vous demande aujourd'hui, au nom de mes compagnons comme au mien, si votre intention est de nous y garder toujours. Monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo, je vous répondrai aujourd'hui ce que je vous ai répondu il y a 7 mois. Qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. C'est l'esclavage même que vous nous imposez. Donnez-lui le nom qu'il vous plaira. Mais partout, l'esclave garde le droit de recouvrer sa liberté. Quels que soient les moyens qui s'offrent à lui, il peut les croire bons. Ce droit, répondit le capitaine Nemo, qui vous le dénie? Ai-je jamais pensé à vous enchaîner par un serment? Le capitaine me regardait en se croisant les bras. Monsieur, lui dis-je, revenir une seconde fois sur ce sujet ne serait ni de votre goût ni du mien. Mais puisque nous l'avons entamé, épuisons-le. Je vous le répète, ce n'est pas seulement de ma personne qu'il s'agit. Pour moi, l'étude est un secours, une diversion puissante, un entraînement, une passion qui peut me faire tout oublier. Comme vous, je suis homme à vivre ignoré, obscur, dans le fragile espoir de léguer un jour à l'avenir le résultat de mes travaux, au moyen d'un appareil hypothétique confié au hasard des flots et des vents. En un mot, je puis vous admirer, vous suivre sans déplaisir dans un rôle que je comprends sur certains points. Mais il est encore d'autres aspects de votre vie qui me la font entrevoir entourée de complications et de mystères auxquels seuls ici, mes compagnons et moi, nous n'avons aucune part. Et même quand notre cœur a pu battre pour vous, ému par quelques-unes de vos douleurs ou remué par vos actes de génie ou de courage, nous avons dû refouler en nous jusqu'au plus petit témoignage de cette sympathie que fait naître la vue de ce qui est beau et bon, que cela vienne de l'ami ou de l'ennemi. Eh bien, c'est ce sentiment que nous sommes étrangers à tout ce qui vous touche, qui fait de notre position quelque chose d'inacceptable, d'impossible, même pour moi, mais d'impossible pour Ned Land surtout. Tout homme, par cela seul qu'il est homme, vaut qu'on songe à lui. Vous êtes-vous demandé ce que l'amour de la liberté, la haine de l'esclavage, pouvait faire naître de projets de vengeance dans une nature comme celle du Canadien, ce qu'il pouvait penser, tenter, essayer? Je m'étais tu. Le capitaine Nemo se leva. Que Ned Land pense, tente, essaye tout ce qu'il voudra, que m'importe? Ce n'est pas moi qui l'ai été chercher. Ce n'est pas pour mon plaisir que je le garde à mon bord. Quant à vous, monsieur Aronnax, vous êtes de ceux qui peuvent tout comprendre, même le silence. Je n'ai rien de plus à vous répondre. Que cette première fois où vous venez de traiter ce sujet soit aussi la dernière, car une seconde fois, je ne pourrai même pas vous écouter. Je me retirai. À compter de ce jour, notre situation fut très tendue. Je rapportai ma conversation à mes 2 compagnons. Nous savons maintenant, dit Ned, qu'il n'y a rien à attendre de cet homme. Le Nautilus se rapproche de Long Island. Nous fuirons, quel que soit le temps.
mais le ciel devenait de plus en plus menaçant. Des symptômes d'ouragan se manifestaient. L'atmosphère se faisait blanchâtre et laiteuse. Aux cirrus à gerbes déliées succédaient à l'horizon des couches de nimbocumulus. D'autres nuages bas fuyaient rapidement. La mer grossissait et se gonflait en longues houles. Les oiseaux disparaissaient, à l'exception des satanicles, amis des tempêtes. Le baromètre baissait notablement et indiquait dans l'air une extrême tension des vapeurs. Le mélange du storm-glass se décomposait sous l'influence de l'électricité qui saturait l'atmosphère. La lutte des éléments était prochaine. La tempête éclata dans la journée du 18 mai, précisément lorsque le Nautilus flottait à la hauteur de Long Island, à quelques milles des passes de New York. Je puis décrire cette lutte des éléments, car au lieu de la fuir dans les profondeurs de la mer, le capitaine Nemo, par un inexplicable caprice, voulut la braver à sa surface. Le vent soufflait du sud-ouest, d'abord en grand frais, c'est-à-dire avec une vitesse de 15 mètres à la seconde, qui fut portée à 25 mètres vers 3 heures du soir. C'est le chiffre des tempêtes. Le capitaine Nemo, inébranlable sous les rafales, avait pris place sur la plate-forme. Il s'était amarré à mi-corps pour résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient. Je m'y étais hissé et attaché aussi, partageant mon admiration entre cette tempête et cet homme incomparable qui lui tenait tête. La mer démontée était balayée par de grandes loques de nuages qui trempaient dans ses flots. Je ne voyais plus aucune de ces petites lames intermédiaires qui se forment au fond des grands creux. Rien que de longues ondulations fuligineuses, dont la crête ne déferle pas tant elles sont compactes. Leur hauteur s'accroissait, elles s'excitaient entre elles. Le Nautilus, tantôt couché sur le côté, tantôt dressé comme un mât, roulait et tanguait épouvantablement. Vers 5 heures, une pluie torrentielle tomba, qui n'abattit ni le vent ni la mer. L'ouragan se déchaîna avec une vitesse de 45 mètres à la seconde, soit près de 40 lieues à l'heure. C'est dans ces conditions qu'il renverse des maisons, qu'il enfonce des tuiles de toit dans des portes, qu'il rompt des grilles de fer, qu'il déplace des canons de 24. Et pourtant le Nautilus, au milieu de la tourmente, justifiait cette parole d'un savant ingénieur: il n'y a pas de coque bien construite qui ne puisse défier à la mer. Ce n'était pas un roc résistant que ses lames eussent démoli, c'était un fuseau d'acier, obéissant et mobile, sans gréement, sans mâture, qui bravait impunément leur fureur. Cependant j'examinais attentivement ces vagues déchaînées. Elles mesuraient jusqu'à 15 mètres de hauteur, sur une longueur de 150 à 175 mètres, et leur vitesse de propagation, moitié de celle du vent, était de 15 mètres à la seconde. Leur volume et leur puissance s'accroissaient avec la profondeur des eaux. Je compris alors le rôle de ces lames qui emprisonnent l'air dans leurs flancs et le refoulent au fond des mers où elles portent la vie avec l'oxygène. Leur extrême force de pression, on l'a calculé, peut s'élever jusqu'à 3000 kilogrammes par pied carré de la surface qu'elles contrebattent. Ce sont de telles lames qui, aux Hébrides, ont déplacé un bloc pesant 84 000 livres. Ce sont elles qui, dans la tempête du 23 décembre 1864, après avoir renversé une partie de la ville de Yedo, au Japon, faisant 700 kilomètres à l'heure, allèrent se briser le même jour sur les rivages de l'Amérique. L'intensité de la tempête s'accrut avec la nuit. Le baromètre, comme en 1860, à La Réunion, pendant un cyclone, tomba à 710 millimètres. À la chute du jour, je vis passer à l'horizon un grand navire qui luttait péniblement. Il capeyait sous petite vapeur pour se maintenir debout à la lame. Ce devait être un des steamers des lignes de New York à Liverpool ou au Havre. Il disparut bientôt dans l'ombre. À 10 heures du soir, le ciel était en feu. L'atmosphère fut zébrée d'éclairs violents. Je ne pouvais en supporter l'éclat, tandis que le capitaine Nemo, les regardant en face, semblait aspirer en lui l'âme de la tempête. Un bruit terrible emplissait les airs, bruit complexe, fait des hurlements des vagues écrasées, des mugissements du vent,
des éclats du tonnerre. Le vent sautait à tous les points de l'horizon, et le cyclone, partant de l'est, y revenait en passant par le nord, l'ouest et le sud, en sens inverse des tempêtes tournantes de l'hémisphère austral. Ah, ce Gulf Stream! Il justifiait bien son nom de roi des tempêtes. C'est lui qui crée ces formidables cyclones par la différence de température des couches d'air superposées à ses courants. À la pluie avait succédé une averse de feu. Les gouttelettes d'eau se changeaient en aigrettes fulminantes. On eût dit que le capitaine Nemo, voulant une mort digne de lui, cherchait à se faire foudroyer. Dans un effroyable mouvement de tangage, le Nautilus dressa en l'air son éperon d'acier comme la tige d'un paratonnerre, et j'en vis jaillir de longues étincelles. Brisé, à bout de force, je me coulai à plat ventre vers le panneau. Je l'ouvris et je redescendis au salon. L'orage atteignait alors son maximum d'intensité. Il était impossible de se tenir debout à l'intérieur du Nautilus. Le capitaine Nemo rentra vers minuit. J'entendis les réservoirs se remplir peu à peu, et le Nautilus s'enfonça doucement au-dessous de la surface des flots. Par les vitres ouvertes du salon, je vis de grands poissons effarés qui passaient comme des fantômes dans les eaux en feu. Quelques-uns furent foudroyés sous mes yeux. Le Nautilus descendait toujours. Je pensais qu'il retrouverait le calme à une profondeur de 15 mètres. Non, les couches supérieures étaient trop violemment agitées. Il fallut aller chercher le repos jusqu'à 50 mètres dans les entrailles de la mer. Mais là, quelle tranquillité, quel silence, quel milieu paisible! Qui eût dit qu'un ouragan terrible se déchaînait alors à la surface de cet océan? Fin du chapitre 19 de la deuxième partie. Deuxième partie, chapitre 20 de 20 milieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 20 milieux sous les mers par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 20. Par 47 degrés 24 minutes de latitude et de 17 degrés 28 minutes de longitude. À la suite de cette tempête, nous avions été rejetés dans l'Est. Tout espoir de s'évader sur les atterrages de New York ou du Saint-Laurent s'évanouissait. Le pauvre Ned, désespéré, s'isola comme le capitaine Nemo. Conseil et moi, nous ne nous quittions plus. J'ai dit que le Nautilus s'était écarté dans l'Est. J'aurais dû dire, plus exactement, dans le Nord-Est. Pendant quelques jours, il erra tantôt à la surface des flots, tantôt au-dessous, au milieu de ces brumes si redoutables aux navigateurs. Elles sont principalement dues à la fonte des glaces, qui entretient une extrême humidité dans l'atmosphère. Que de navires perdus dans ces parages, lorsqu'ils allaient reconnaître les feux incertains de la côte. Que de sinistres dus à ces brouillards opaques. Que de chocs sur ces écueils dont le ressac est éteint par le bruit du vent. Que de collisions entre les bâtiments, malgré leurs feux de position, malgré les avertissements de leurs sifflets et de leurs cloches d'alarme. Aussi, le fond de ces mers offrait-il l'aspect d'un champ de bataille, où gisaient encore tous ces vaincus de l'océan. Les uns vieux et empâtés déjà, les autres jeunes, et réfléchissant l'éclat de notre fanal sur leurs ferrures et leurs carènes de cuivre. Parmi eux, que de bâtiments perdus, corps et biens, avec leurs équipages, leur monde d'émigrants, sur ces points dangereux signalés dans les statistiques, le Cap Race, l'île Saint-Paul, le détroit de Belle-Île, l'estuaire du Saint-Laurent. Et depuis quelques années seulement, que de victimes fournies à ces funèbres annales par les lignes du Royal Mail, d'Inman, de Montréal, le Solway, l'Isis, le Parramatta, le Hungarian, le Canadian, l'Anglo-Saxon, le Humboldt, l'United States, tous échoués. L'Arctique, le Lyonnais, coulé par abordage, le Président, le Pacifique, le City of Glasgow, disparus pour des causes ignorées. Sombres débris au milieu desquels naviguait le Nautilus, comme s'il eût passé une revue des morts. Le 15 mai, nous étions sur l'extrémité méridionale du banc de Terre-Neuve. Ce banc est un produit des alluvions marines, un amas considérable de ces détritus organiques, amenés soit de l'équateur par le courant du Gulf Stream, soit du pôle boréal, par ce contre-courant d'eau froide qui longe la côte américaine. Là aussi s'amoncellent les blocs erratiques, charriés par la débâcle des glaces. Là s'est formé un vaste ossuaire de poissons, de mollusques ou de zoophytes qui y périssent par milliards.
La profondeur de la mer n'est pas considérable au banc de Terre-Neuve, quelques centaines de brasses au plus, mais vers le sud se creuse subitement une dépression profonde, un trou de 3000 mètres. Là s'élargit le Gulf Stream. C'est un épanouissement de ses eaux. Il perd de sa vitesse et de sa température, mais il devient une mer. Parmi les poissons que le Nautilus effaroucha à son passage, je citerai le cycloptère d'1 mètre, à dos noirâtres, à ventre orange, qui donne à ses congénères un exemple peu suivi de fidélité conjugale. Un unarnaque de grande taille, sorte de murène émeraude d'un goût excellent, des caracs à gros yeux, dont la tête a quelque ressemblance avec celle du chien, des blennies, ovovivipares comme les serpents, des gobies-boulerots ou goujons noirs de 2 décimètres, des macrours à longue queue, brillant d'un éclat argenté, poissons rapides aventurés loin des mers hyperboréennes. Les filets ramassèrent aussi un poisson hardi, audacieux, vigoureux, bien musclé, armé de piquants à la tête et d'aiguillons aux nageoires, véritable scorpion de 2 à 3 mètres, ennemi acharné des blennies, des gades et des saumons. C'était le cotte des mers septentrionales, au corps tuberculeux, brun de couleur, rouge aux nageoires. Les pêcheurs du Nautilus eurent quelque peine à s'emparer de cet animal, qui, grâce à la conformation de ses opercules, préserve ses organes respiratoires du contact desséchant de l'atmosphère et peut vivre quelque temps hors de l'eau. Je cite maintenant pour mémoire des bosquiens, petits poissons qui accompagnent longtemps les navires dans les mers boréales, des ables oxyrhynques, spéciaux à l'Atlantique septentrional, des rascasses, et j'arrive aux gades, principalement à l'espèce morue, que je surpris dans ses eaux de prédilection sur cet inépuisable banc de Terre-Neuve. On peut dire que ces morues sont des poissons de montagne, car Terre-Neuve n'est qu'une montagne sous-marine. Lorsque le Nautilus s'ouvrit un chemin à travers leurs phalanges pressées, Conseil ne put retenir cette observation. Ça? Des morues, dit-il. Mais je croyais que les morues étaient plates comme des limandes ou des soles. Naïf, m'écriai-je. Les morues ne sont plates que chez l'épicier, où on les montre ouvertes et étalées. Mais dans l'eau, ce sont des poissons fusiformes, comme les mulets, et parfaitement conformés pour la marche. Je veux croire monsieur, répondit Conseil. Quelle nuée, quelle fourmilière! Eh, mon ami, il y en aurait bien davantage sans leurs ennemis, les rascasses et les hommes. Sais-tu combien on a compté d'eux dans une seule femelle? Faisons bien les choses, répondit Conseil. 500 000. 11 millions, mon ami. 11 millions? Voilà que je n'admettrai jamais, à moins de les compter moi-même. Compte-les, Conseil, mais tu auras plus vite fait de me croire. D'ailleurs, c'est par milliers que les Français, les Anglais, les Américains, les Danois et les Norvégiens pêchent les morues. On les consomme en quantité prodigieuse, et sans l'étonnante fécondité de ces poissons, les mers en seraient bientôt dépeuplées. Ainsi, en Angleterre et en Amérique seulement, 5000 navires montés par 75 000 marins sont employés à la pêche de la morue. Chaque navire en rapporte 40 000 en moyenne, ce qui fait 25 millions. Sur les côtes de la Norvège, même résultat. Bien, répondit Conseil. Je m'en rapporte à monsieur, je ne les compterai pas. Quoi donc? Les 11 millions d'œufs. Mais je ferai une remarque. Laquelle? C'est que si tous les œufs éclosaient, il suffirait de 4 morues pour alimenter l'Angleterre, l'Amérique et la Norvège. Pendant que nous effleurions les fonds du banc de Terre-Neuve, je vis parfaitement ces longues lignes, armées de 200 hameçons, que chaque bateau tend par douzaines. Chaque ligne, entraînée par un bout au moyen d'un petit grappin, était retenue à la surface par un orin fixé sur une bouée de liège. Le Nautilus dut manœuvrer adroitement au milieu de ce réseau sous-marin. D'ailleurs, il ne demeura pas longtemps dans ces parages fréquentés. Il s'éleva jusque vers le 42e degré de latitude. C'est à la hauteur de Saint-Jean-de-Terre-Neuve et de Heart's Content, où aboutit l'extrémité du câble transatlantique. Le Nautilus, au lieu de continuer à marcher au nord, prit direction vers l'est, comme s'il voulait suivre ce plateau télégraphique sur lequel repose le câble, et dont les sondages multipliés ont donné le relief avec une extrême exactitude. Ce fut le 17 mai, à 500 milles environ de Heart's Content, par 2800 mètres de profondeur, que j'aperçus le câble gisant sur le sol. Conseil que je n'avais pas prévenu, le prit d'abord pour un gigantesque serpent de mer et s'apprêtait à le classer suivant sa méthode ordinaire. Mais je désabusai le digne garçon, et pour le consoler de son déboire, je lui appris diverses particularités de la pose de ce câble. Le premier câble fut établi pendant les années 1857 et 1858, mais après avoir transmis 400 télégrammes environ, il cessa de fonctionner.
En 1863, les ingénieurs construisirent un nouveau câble, mesurant 3400 km et pesant 4500 tonnes, qui fut embarqué sur le Great Eastern. Cette tentative échoua encore. Or, le 25 mai, le Nautilus, immergé par 3836 mètres de profondeur, se trouvait précisément en cet endroit où se produisit la rupture qui ruina l'entreprise. C'était à 638 milles de la côte d'Irlande. On s'aperçut, à 2 heures après-midi, que les communications avec l'Europe venaient de s'interrompre. Les électriciens du bord résolurent de couper le câble avant de le repêcher. Et, à 11 heures du soir, ils avaient ramené la partie avariée. On refit un joint et une épissure, puis le câble fut immergé de nouveau. Mais quelques jours plus tard, il se rompit et ne put être ressaisi dans les profondeurs de l'océan. Les Américains ne se découragèrent pas. L'audacieux Cyrus Field, le promoteur de l'entreprise, qui risquait toute sa fortune, provoqua une nouvelle souscription. Elle fut immédiatement couverte. Un autre câble fut établi dans de meilleures conditions. Le faisceau de fil conducteur, isolé dans une enveloppe de gutta-percha, était protégé par un matelas de matière textile contenu dans une armature métallique. Le Great Eastern reprit la mer le 13 juillet 1866. L'opération marcha bien, cependant un incident arriva. Plusieurs fois, en déroulant le câble, les électriciens observèrent que des clous y avaient été récemment enfoncés dans le but d'en détériorer l'âme. Le capitaine Anderson, ses officiers, ses ingénieurs se réunirent, délibérèrent et firent afficher que si le coupable était surpris à bord, il serait jeté à la mer sans autre jugement. Depuis lors, la criminelle tentative ne se reproduisit plus. Le 23 juillet, le Great Eastern n'était plus qu'à 800 kilomètres de Terre-Neuve, lorsqu'on lui télégraphia d'Irlande la nouvelle de l'armistice conclu entre la Prusse et l'Autriche après Sadowa. Le 27, il relevait au milieu des brumes le port de Heart's Content. L'entreprise était heureusement terminée, et par sa première dépêche, la jeune Amérique adressait à la vieille Europe ces sages paroles si rarement comprises. Gloire à Dieu dans le ciel et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre. Je ne m'attendais pas à trouver le câble électrique dans son état primitif, tel qu'il était en sortant des ateliers de fabrication. Le long serpent, recouvert de débris, de coquilles, hérissé de foraminifères, était encrouté dans un empattement pierreux qui le protégeait contre les mollusques perforants. Il reposait tranquillement à l'abri des mouvements de la mer et sous une pression favorable à la transmission de l'étincelle électrique qui passe de l'Amérique à l'Europe en 32 centièmes de seconde. La durée de ce câble sera infinie sans doute, car on a observé que l'enveloppe de gutta-percha s'améliore par son séjour dans l'eau de mer. D'ailleurs, sur ce plateau si heureusement choisi, le câble n'est jamais immergé à des profondeurs telles qu'il puisse se rompre. Le Nautilus le suivit jusqu'à son fond le plus bas, situé par 4431 mètres, et là, il reposait encore sans aucun effort de traction. Puis, nous nous approchâmes de l'endroit où avait eu lieu l'accident de 1863. Le fond océanique formait alors une vallée large de 120 kilomètres, sur laquelle on eût pu poser le Mont Blanc sans que son sommet émergeât de la surface des flots. Cette vallée est fermée à l'est par une muraille à pic de 2000 mètres. Nous y arrivions le 28 mai et le Nautilus n'était plus qu'à 150 kilomètres de l'Irlande. Le capitaine Nemo allait-il remonter pour atterrir sur les îles Britanniques? Non. À ma grande surprise, il redescendit au sud et revint vers les mers européennes. En contournant l'île d'Emeraude, j'aperçus un instant le cap Clear et le feu de Fastnet, qui éclairent des milliers de navires sortis de Glasgow ou de Liverpool. Une importante question se posait alors à mon esprit. Le Nautilus oserait-il s'engager dans la Manche? Ned Land, qui avait reparu depuis que nous rallions la terre, ne cessait de m'interroger. Comment lui répondre? Le capitaine Nemo demeurait invisible. Après avoir laissé entrevoir aux Canadiens les rivages d'Amérique, allait-il donc me montrer les côtes de France? Cependant, le Nautilus s'abaissait toujours vers le sud. Le 30 mai, il passait en vue du Land's End, entre la pointe extrême de l'Angleterre et les Sorlingues, qu'il laissa sur tribord. S'il voulait entrer en Manche, il lui fallait prendre franchement à l'est. Il ne le fit pas. Pendant toute la journée du 31 mai, le Nautilus décrivit sur la mer une série de cercles qui m'intriguèrent vivement. Il semblait chercher un endroit qu'il avait quelque peine à trouver. À midi, le capitaine Nemo vint faire son point lui-même. Il ne m'adressa pas la parole. Il me parut plus sombre que jamais. Qui pouvait l'attrister ainsi? Était-ce à proximité des rivages européens? Sentait-il quelque ressouvenir de son pays abandonné? Qu'éprouvait-il alors? Des remords ou des regrets? Longtemps cette pensée occupa mon esprit, et j'eus comme un pressentiment que le hasard trahirait avant peu les secrets du capitaine.
Le lendemain, 1er juin, le Nautilus conserva les mêmes allures. Il était évident qu'il cherchait à reconnaître un point précis de l'océan. Le capitaine Nemo vint prendre la hauteur du soleil, ainsi qu'il avait fait la veille. La mer était belle, le ciel pur. À 8 milles dans l'est, un grand navire à vapeur se dessinait sur la ligne de l'horizon. Aucun pavillon ne battait à sa corne, et je ne pus reconnaître sa nationalité. Le capitaine Nemo, quelques minutes avant que le soleil passât au méridien, prit son sextant et observa avec une précision extrême. Le calme absolu des flots facilitait son opération. Le Nautilus, immobile, ne ressentait ni roulis ni tangage. J'étais en ce moment sur la plate-forme. Lorsque son relèvement fut terminé, le capitaine prononça ces seuls mots. « C'est ici. » Il redescendit par le panneau. Avait-il vu le bâtiment qui modifiait sa marche et semblait se rapprocher de nous? Je ne saurais le dire. Je revins au salon. Le panneau se ferma, et j'entendis les sifflements de l'eau dans les réservoirs. Le Nautilus commença de s'enfoncer, suivant une ligne verticale, car son hélice entravée ne lui communiquait plus aucun mouvement. Quelques minutes plus tard, il s'arrêta à une profondeur de 833 mètres et reposait sur le sol. Le plafond lumineux du salon s'éteignit alors. Les panneaux s'ouvrirent, et à travers les vitres, j'aperçus la mer vivement illuminée par les rayons du fanal dans un rayon d'un demi-mille. Je regardai à bâbord et je ne vis rien que l'immensité des eaux tranquilles. Par tribord, sur le fond, apparaissait une forte extumescence qui attira mon attention. On eût dit des ruines ensevelies sous un empattement de coquilles blanchâtres, comme sous un manteau de neige. En examinant attentivement cette masse, je crus reconnaître les formes épaissies d'un navire, rasé de ses mâts, qui devait avoir coulé par l'avant. Ce sinistre datait certainement d'une époque reculée. Cette épave, pour être ainsi encroûtée dans le calcaire des eaux, comptait déjà bien des années passées sur ce fond de l'océan. Quel était ce navire? Pourquoi le Nautilus venait-il visiter sa tombe? N'était-ce donc pas un naufrage qui avait entraîné ce bâtiment sous les eaux? Je ne savais que penser, quand, près de moi, j'entendis le capitaine Nemo dire d'une voix lente. Autrefois, ce navire se nommait le Marseillais. Il portait 74 canons et fut lancé en 1762. En 1778, le 13 août, commandé par la Poivre Vertrieux, il se battait audacieusement contre le Preston. En 1779, le 4 juillet, il assistait avec l'escadre de l'amiral d'Estaing à la prise de Grenade. En 1781, le 5 septembre, il prenait part au combat du comte de Grasse dans la baie de la Chesapeake. En 1794, la République française lui changeait son nom. Le 16 avril de la même année, il rejoignit à Brest l'escadre de Villaret-Joyeuse, chargée d'escorter un convoi de blé qui venait d'Amérique sous le commandement de l'amiral Van Stabel. Le 11 et le 12 prairial en deux, cette escadre se rencontrait avec les vaisseaux anglais. Monsieur, c'est aujourd'hui le 13 prairial, le 1er juin 1868. Il y a 74 ans, jour pour jour, à cette place même, par 47° 24' de latitude et 17° 28' de longitude, ce navire, après un combat héroïque, dématé de ses 3 mâts, l'eau dans ses soutes, le tiers de son équipage hors de combat, aima mieux s'engloutir avec ses 356 marins que de se rendre, et clouant son pavillon à sa poupe, il disparut sous les flots au cri de Vive la République. Le Vengeur, m'écriai-je. Oui, monsieur, le Vengeur, un beau nom, murmura le capitaine Nemo en se croisant les bras. Fin du chapitre 20 de la deuxième partie. Deuxième partie, chapitre 21 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 21. Une hécatombe. Cette façon de dire, l'imprévu de cette scène, cette historique du navire patriote froidement raconté d'abord, puis l'émotion avec laquelle l'étrange personnage avait prononcé ces dernières paroles, ce nom de vengeur, dont la signification ne pouvait m'échapper, tout se réunissait pour frapper profondément mon esprit. Mes regards ne quittaient plus le capitaine. Lui, les mains tendues vers la mer, considérait d'un œil ardent la glorieuse épave.
Peut-être ne devais-je jamais savoir qui il était, d'où il venait, où il allait, mais je voyais de plus en plus l'homme se dégager du savant. Ce n'était pas une misanthropie commune qui avait enfermé dans les flancs du Nautilus le capitaine Nemo et ses compagnons, mais une haine monstrueuse ou sublime que le temps ne pouvait affaiblir. Cette haine cherchait-elle encore des vengeances? L'avenir devait bientôt me l'apprendre. Cependant, le Nautilus remontait lentement vers la surface de la mer, et je vis disparaître peu à peu les formes confuses du vengeur. Bientôt, un léger roulis m'indiqua que nous flottions à l'air libre. En ce moment, une sourde détonation se fit entendre. Je regardai le capitaine ne bougea pas. Capitaine, dis-je. Il ne répondit pas. Je le quittai et montai sur la plate-forme. Conseil et le Canadien m'y avaient précédé. D'où vient cette détonation? Demandai-je. Un coup de canon, répondit Ned Land. Je regardai dans la direction du navire que j'avais aperçu. Il s'était rapproché du Nautilus et l'on voyait qu'il forçait de vapeur. 6 milles le séparaient de nous. Quel est ce bâtiment, Ned? À son gréement, à la hauteur de ses bas mâts, répondit le Canadien, je parierais pour un navire de guerre. Puisse-t-il venir sur nous et couler, s'il le faut, ce damné Nautilus? Ami Ned, répondit Conseil, quel mal peut-il faire au Nautilus? Ira-t-il l'attaquer sous les flots? Ira-t-il le canonner au fond des mers? Dites-moi, Ned, demandai-je, pouvez-vous reconnaître la nationalité de ce bâtiment? Le Canadien, fronçant ses sourcils, abaissant ses paupières, plissant ses yeux aux angles, fixa pendant quelques instants le navire de toute la puissance de son regard. Non, monsieur, répondit-il, je ne saurais reconnaître à quelle nation il appartient. Son pavillon n'est pas hissé, mais je puis affirmer que c'est un navire de guerre, car une longue flamme se déroule à l'extrémité de son grand mât. Pendant un quart d'heure, nous continuâmes d'observer le bâtiment qui se dirigeait vers nous. Je ne pouvais admettre cependant qu'il eût reconnu le Nautilus à cette distance, encore moins qu'il sût ce qu'était cet engin sous-marin. Bientôt, le Canadien m'annonça que ce bâtiment était un grand vaisseau de guerre, un éperon, un 2 ponts cuirassés. Une épaisse fumée noire s'échappait de ces 2 cheminées. Ses voiles serrées se confondaient avec la ligne des vergues. Sa corne ne portait aucun pavillon. La distance empêchait encore de distinguer les couleurs de sa flamme, qui flottait comme un mince ruban. Il s'avançait rapidement. Si le capitaine Nemo le laissait approcher, une chance de salut s'offrait à nous. Monsieur, me dit Ned Land, que ce bâtiment nous passe à 1 mille, je me jette à la mer, et je vous engage à faire comme moi. Je ne répondis pas à la proposition du Canadien, et je continuai de regarder le navire qui grandissait à vue d'œil. Qu'il fût anglais, français, américain ou russe, il était certain qu'il nous accueillerait, si nous pouvions gagner son bord. Monsieur voudra bien se rappeler, dit alors Conseil, que nous avons quelque expérience de la natation. Il peut se reposer sur moi du soin de le remorquer vers ce navire, s'il lui convient de suivre la Minette. J'allais répondre lorsqu'une vapeur blanche jaillit à l'avant du vaisseau de guerre. Puis, quelques secondes plus tard, les eaux troublées par la chute d'un corps pesant éclaboussèrent l'arrière du Nautilus. Peu après, une détonation frappait mon oreille. « Comment? Ils tirent sur nous » m'écriai-je. « Braves gens » murmura le Canadien. « Ils ne nous prennent donc pas pour des naufragés accrochés à une épave ?» « N'en déplaise à monsieur... » Bon, fit Conseil en secouant l'eau qu'un nouveau boulet avait fait jaillir jusqu'à lui. « N'en déplaise à monsieur, ils ont reconnu le narwal, et ils canonnent le narwal. »« Mais ils doivent bien voir, m'écriai-je, qu'ils ont affaire à des hommes. »« C'est peut-être pour cela, répondit Ned Land en me regardant. Toute une révélation se fit dans mon esprit. Sans doute on savait à quoi s'en tenir maintenant sur l'existence du prétendu monstre. Sans doute, dans son abordage avec l'Abraham Lincoln, lorsque le Canadien le frappa de son harpon, le commandant Farragut avait reconnu que le narwal était un bateau sous-marin, plus dangereux qu'un cétacé surnaturel. Oui, cela devait être ainsi, et sur toutes les mers, sans doute, on poursuivait maintenant ce terrible engin de destruction. Terrible, en effet, si, comme on pouvait le supposer, le capitaine Nemo employait le Nautilus à une œuvre de vengeance. Pendant cette nuit, lorsqu'il nous emprisonna dans la cellule, au milieu de l'océan Indien, ne s'était-il pas attaqué à quelque navire? Cet homme enterré maintenant dans le cimetière de corail n'avait-il pas été victime du choc provoqué par le Nautilus? Oui, je le répète,
Il en devait être ainsi. Une partie de la mystérieuse existence du capitaine Nemo se dévoilait. Et si son identité n'était pas reconnue, du moins, les nations coalisées contre lui chassaient maintenant non plus un être chimérique, mais un homme qui leur avait voué une haine implacable. Tout ce passé formidable apparut à mes yeux. Au lieu de rencontrer des amis sur ce navire qui s'approchait, nous n'y pouvions trouver que des ennemis sans pitié. Cependant, les boulets se multipliaient autour de nous. Quelques-uns rencontraient la surface liquide, s'en allaient par ricochet, se perdre à des distances considérables, mais aucun n'atteignit le Nautilus. Le navire cuirassé n'était plus alors qu'à 3000. Malgré sa violente canonnade, le capitaine Nemo ne paraissait pas sur la plate-forme. Et, cependant, l'un de ces boulets coniques, frappant normalement la coque du Nautilus, lui eût été fatal. Le Canadien me dit alors: « Monsieur, nous devons tout tenter pour nous tirer de ce mauvais pas. Faisons des signaux, mille diables, on comprendra peut-être que nous sommes d'honnêtes gens. » Ned Land prit son mouchoir pour l'agiter dans l'air. Mais il l'avait à peine déployé que, terrassé par une main de fer, malgré sa force prodigieuse, il tombait sur le pont. « Misérable !» s'écria le capitaine. « Veux-tu donc que je te cloue sur l'éperon du Nautilus avant qu'il ne se précipite contre ce navire ?» Le capitaine Nemo, terrible à entendre, était plus terrible encore à voir. Sa face avait pâli sous les spasmes de son cœur, qui avait dû cesser de battre un instant. Ses pupilles s'étaient contractées effroyablement. Sa voix ne parlait plus, elle rugissait. Le corps penché en avant, il tordait sous sa main les épaules du Canadien. Puis, l'abandonnant et se retournant vers le vaisseau de guerre dont les boulets pleuvaient autour de lui. « Ah, tu sais qui je suis, navire d'une nation maudite !» s'écria-t-il de sa voix puissante. « Moi, je n'ai pas eu besoin de tes couleurs pour te reconnaître. Regarde, je vais te montrer les miennes. » Et le capitaine Nemo déploya à l'avant de la plate-forme un pavillon noir, semblable à celui qu'il avait déjà planté au pôle sud. À ce moment, un boulet frappant obliquement la coque du Nautilus sans l'entamer et passant par ricochet près du capitaine, alla se perdre en mer. Le capitaine Nemo haussa les épaules, puis s'adressant à moi: « Descendez, me dit-il d'un ton bref. Descendez, vous et vos compagnons. »« Monsieur, m'écriai-je, allez-vous donc attaquer ce navire ?»« Monsieur, je vais le couler. »« Vous ne ferez pas cela. »« Je le ferai, répondit froidement le capitaine Nemo. Ne vous avisez pas de me juger, monsieur. La fatalité vous montre ce que vous ne deviez pas voir. L'attaque est venue. La riposte sera terrible. Rentrez. Ce navire, quel est-il? Vous ne le savez pas? Eh bien, tant mieux. Sa nationalité, du moins, restera un secret pour vous. Descendez. Le Canadien Conseil et moi, nous ne pouvions qu'obéir. Une quinzaine de marins du Nautilus entouraient le capitaine et regardaient avec un implacable sentiment de haine ce navire qui s'avançait vers eux. On sentait que le même souffle de vengeance animait toutes ces âmes. Je descendis au moment où un nouveau projectile éraillait encore la coque du Nautilus, et j'entendis le capitaine s'écrier: « Frappe, navire insensé, prodigue tes inutiles boulets, tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus, mais ce n'est pas à cette place que tu dois périr. Je ne veux pas que tes ruines aillent se confondre avec les ruines du Vengeur. » Je regagnai ma chambre. Le capitaine et son second étaient restés sur la plate-forme. L'hélice fut mise en mouvement. Le Nautilus, s'éloignant avec vitesse, se mit hors de la portée des boulets du vaisseau. Mais la poursuite continua, et le capitaine Nemo se contenta de maintenir sa distance. Vers 4 heures du soir, ne pouvant contenir l'impatience et l'inquiétude qui me dévoraient, je revins vers l'escalier central. Le panneau était ouvert. Je me hasardai sur la plate-forme. Le capitaine s'y promenait encore d'un pas agité. Il regardait le navire qui lui restait sous le vent à 5 ou 6 milles. Il tournait autour de lui comme une bête fauve, et, l'attirant vers l'est, il se laissait poursuivre. Cependant, il n'attaquait pas. Peut-être hésitait-il encore. Je voulus intervenir une dernière fois, mais j'avais à peine interpellé le capitaine Nemo que celui-ci m'imposait silence. « Je suis le droit, je suis la justice, me dit-il. Je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là. Taisez-vous. » Je portai un dernier regard vers le vaisseau de guerre qui forçait de vapeur, puis je rejoignis Ned et Conseil. « Nous fuirons, m'écriai-je. « Bien, fit Ned. Quel est ce navire ? » « Je l'ignore,
Mais quel qu'il soit, il sera coulé avant la nuit. En tout cas, mieux vaut périr avec lui que de se faire les complices de représailles dont on ne peut pas mesurer l'équité. C'est mon avis, répondit froidement Ned Land. Attendons la nuit. La nuit arriva. Un profond silence régnait à bord. La boussole indiquait que le Nautilus n'avait pas modifié sa direction. J'entendais le battement de son hélice qui frappait les flots avec une rapide régularité. Il se tenait à la surface des eaux et un léger roulis le portait tantôt sur un bord, tantôt sur un autre. Mes compagnons et moi, nous avions résolu de fuir au moment où le vaisseau serait assez approché, soit pour nous faire entendre, soit pour nous faire voir, car la lune, qui devait être pleine 3 jours plus tard, resplendissait. Une fois à bord de ce navire, si nous ne pouvions prévenir le coup qui le menaçait, du moins nous ferions tout ce que les circonstances nous permettaient de tenter. Plusieurs fois, je crus que le Nautilus se disposait pour l'attaque, mais il se contentait de laisser se rapprocher son adversaire, et, peu de temps après, il reprenait son allure de fuite. Une partie de la nuit se passa sans incident. Nous guettions l'occasion d'agir. Nous parlions peu, étant trop émus. Ned Land aurait voulu se précipiter à la mer. Je le forçai d'attendre. Suivant moi, le Nautilus devait attaquer le 2 ponts à la surface des flots, et alors il serait non seulement possible, mais facile de s'enfuir. À 3 heures du matin, inquiet, je montai sur la plate-forme. Le capitaine Nemo ne l'avait pas quitté. Il était debout, à l'avant, près de son pavillon, qu'une légère brise déployait au-dessus de sa tête. Il ne quittait pas le vaisseau des yeux. Son regard, d'une extraordinaire intensité, semblait l'attirer, le fasciner, l'entraîner plus sûrement que s'il lui eût donné la remorque. La lune passait alors au méridien. Jupiter se levait dans l'est. Au milieu de cette paisible nature, le ciel et l'océan rivalisaient de tranquillité, et la mer offrait à l'astre des nuits le plus beau miroir qu'il eût jamais reflété son image. Et quand je pensais à ce calme profond des éléments comparé à toutes ces colères qui couvaient dans les flancs de l'imperceptible Nautilus, je sentais frissonner tout mon être. Le vaisseau se tenait à 2 milles de nous. Il s'était rapproché, marchant toujours vers cet éclat phosphorescent qui signalait la présence du Nautilus. Je vis ses feux de position, verts et rouges, et son fanal blanc suspendu au grand étai de la misaine. Une vague réverbération éclairait son gréement et indiquait que les feux étaient poussés à outrance. Des gerbes d'étincelles, des scories de charbon enflammés, s'échappant de ces cheminées, étoilaient l'atmosphère. Je demeurai ainsi jusqu'à 6 heures du matin, sans que le capitaine Nemo eût paru m'apercevoir. Le vaisseau nous restait à 1 mille et demi, et avec les premières lueurs du jour, sa canonnade recommença. Le moment ne pouvait être éloigné où, le Nautilus, attaquant son adversaire, mes compagnons et moi, nous quitterions pour jamais cet homme que je n'osais juger. Je me disposai à descendre afin de les prévenir, lorsque le second monta sur la plate-forme. Plusieurs marins l'accompagnaient. Le capitaine Nemo ne les vit pas ou ne voulut pas les voir. Certaines dispositions furent prises qu'on aurait pu appeler le branle-bas de combat du Nautilus. Elles étaient très simples. La filière qui formait balustrade autour de la plate-forme fut abaissée. De même, les cages du fanal et du timonier rentrèrent dans la coque de manière à l'affleurer seulement. La surface du long cigare de tôle n'offrait plus une seule saillie qui pût gêner sa manœuvre. Je revins au salon. Le Nautilus émergeait toujours. Quelques lueurs matinales s'infiltraient sous la couche liquide. Sous certaines ondulations des lames, les vitres s'animaient des rougeurs du soleil levant. Ce terrible jour du 2 juin se levait. À 5 heures, le loch m'apprit que la vitesse du Nautilus se modérait. Je compris qu'il se laissait approcher. D'ailleurs, les détonations se faisaient plus violemment entendre. Les boulets labouraient l'eau ambiante et s'y vissaient avec un sifflement singulier. Mes amis, dis-je, le moment est venu. Une poignée de main et que Dieu nous garde. Ned Land était résolu. Conseil calme, moi nerveux, me contenant à peine. Nous passâmes dans la bibliothèque. Au moment où je poussai la porte qui s'ouvrait sur la cage de l'escalier central, j'entendis le panneau supérieur se fermer brusquement. Le Canadien s'élança sur les marches, mais je l'arrêtai. Un sifflement bien connu m'apprenait que l'eau pénétrait dans les réservoirs du bord. En effet, en peu d'instants, le Nautilus s'immergea à quelques mètres au-dessous de la surface des flots. Je compris sa manœuvre, mais il était trop tard pour agir.
Le Nautilus ne songeait pas à frapper le deux-ponts dans son impénétrable cuirasse, mais au-dessous de sa ligne de flottaison, là où la carapace métallique ne protège plus le bordé. Nous étions emprisonnés de nouveau, témoins obligés du sinistre drame qui se préparait. D'ailleurs, nous eûmes à peine le temps de réfléchir. Réfugiés dans ma chambre, nous nous regardions sans prononcer une parole. Une stupeur profonde s'était emparée de mon esprit. Le mouvement de la pensée s'arrêtait en moi. Je me trouvais dans cet état pénible qui précède l'attente d'une détonation épouvantable. J'attendais, j'écoutais, je ne vivais que par le sens de l'ouïe. Cependant, la vitesse du Nautilus s'accrut sensiblement. C'était son élan qu'il prenait ainsi. Toute sa coque frémissait. Soudain, je poussai un cri. Un choc eut lieu, mais relativement léger. Je sentis la force pénétrante de l'éperon d'acier. J'entendis des éraillements, des raclements, mais le Nautilus, emporté par sa puissance de propulsion, passait au travers de la masse du vaisseau, comme l'aiguille du voilier à travers la toile. Je ne pus y tenir. Fou, éperdu, je m'élançai hors de ma chambre et me précipitai dans le salon. Le capitaine Nemo était là, muet, sombre, implacable. Il regardait par le panneau de bâbord. Une masse énorme sombrait sous les eaux, et pour ne rien perdre de son agonie, le Nautilus descendait dans l'abîme avec elle. À 10 mètres de moi, je vis cette coque entr'ouverte, où l'eau s'enfonçait avec un bruit de tonnerre, puis la double ligne des canons et les bastingages. Le pont était couvert d'ombres noires qui s'agitaient. L'eau montait. Les malheureux s'élançaient dans les haubans, s'accrochaient aux mâts, se tordaient sous les eaux. C'était une fourmilière humaine, surprise par l'envahissement d'une mer. Paralysé, raidi par l'angoisse, les cheveux hérissés, l'œil démesurément ouvert, la respiration incomplète, sans souffle, sans voix, je regardais, moi aussi. Une irrésistible attraction me collait à la vitre. L'énorme vaisseau s'enfonçait lentement. Le Nautilus le suivant épiait tous ses mouvements. Tout à coup, une explosion se produisit. L'air comprimé fit voler les ponts du bâtiment comme si le feu eût pris aux soutes. La poussée des eaux fut telle que le Nautilus dévia. Alors, le malheureux navire s'enfonça plus rapidement. Ses hunes, chargées de victimes, apparurent, ensuite des barres, pliant sous des grappes d'hommes. Enfin, le sommet de son grand mât, puis la masse sombre disparut, et avec elle cet équipage de cadavres entraîné par un formidable remous. Je me retournai vers le capitaine Nemo. Ce terrible justicier, véritable archange de la haine, regardait toujours. Quand tout fut fini, le capitaine Nemo, se dirigeant vers la porte de sa chambre, l'ouvrit et entra. Je le suivis des yeux. Sur le panneau du fond, au-dessous des portraits de ses héros, je vis le portrait d'une femme, jeune encore, et de 2 petits enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants, leur tendit les bras, et, s'agenouillant, il fondit en sanglots. Fin du chapitre 21 de la 2e partie. Deuxième partie, chapitre 22 de 20 milieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 20 milieux sous les mers par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 22. Les dernières paroles du capitaine Nemo. Les panneaux s'étaient refermés sur cette vision effrayante, mais la lumière n'avait pas été rendue au salon. À l'intérieur du Nautilus, ce n'était que ténèbres et silence. Il quittait ce lieu de désolation, à 100 pieds sous les eaux, avec une rapidité prodigieuse. Où allait-il? Au nord ou au sud? Où fuyait cet homme après cette horrible représaille? J'étais rentré dans ma chambre, où Ned et Conseil se tenaient silencieusement. J'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo. Quoi qu'il eût souffert de la part des hommes, il n'avait pas le droit de punir ainsi. Il m'avait fait, sinon le complice, du moins le témoin de ses vengeances. C'était déjà trop. À 11 heures, la clarté électrique réapparut. Je passai dans le salon. Il était désert. Je consultai les divers instruments. Le Nautilus fuyait dans le nord avec une rapidité de 25 milles à l'heure, tantôt à la surface de la mer, tantôt à 30 pieds au-dessous.
Relèvement fait sur la carte, je vis que nous passions à l'ouvert de la Manche, et que notre direction nous portait vers les mers boréales avec une incomparable vitesse. À peine pouvais-je saisir à leur rapide passage des squales au long nez, des squales marteaux, des roussettes qui fréquentent ces eaux, de grands aigles de mer, des nuées d'hippocampes, semblables aux cavaliers du jeu d'échecs, des anguilles s'agitant comme les serpenteaux d'un feu d'artifice, des armées de crabes qui fuyaient obliquement en croisant leurs pinces sur leurs carapaces, enfin des troupes de marsouins qui luttaient de rapidité avec le Nautilus. Mais d'observer, d'étudier, de classer, il n'était plus question alors. Le soir, nous avions franchi 200 lieues de l'Atlantique. L'ombre se fit, et la mer fut envahie par les ténèbres jusqu'au lever de la lune. Je regagnai ma chambre. Je ne pus dormir. J'étais assailli de cauchemars. L'horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit. Depuis ce jour, qui pourra dire jusqu'où nous entraîna le Nautilus dans ce bassin de l'Atlantique Nord? Toujours avec une vitesse inappréciable, toujours au milieu des brumes hyperboréennes. Toucha-t-il aux pointes du Spitzberg, aux Açores de la Nouvelle-Zamble? Parcourut-il ces mers ignorées, la mer Blanche, la mer de Kara, le golfe de Lobie, l'archipel de Liakhov, et ces rivages inconnus de la côte asiatique? Je ne saurais le dire. Le temps qui s'écoulait, je ne pouvais plus l'évaluer. L'heure avait été suspendue aux horloges du bord. Il semblait que la nuit et le jour, comme dans les contrées polaires, ne suivaient plus leur cours régulier. Je me sentais entraîné dans ce domaine de l'étrange où se mouvait à l'aise l'imagination surmenée d'Edgar Poe. À chaque instant, je m'attendais à voir, comme le fabuleux Gordon Pym, cette figure humaine voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la terre, jetée en travers de cette cataracte qui défend les abords du pôle. J'estime, mais je me trompe peut-être, j'estime que cette course aventureuse du Nautilus se prolongea pendant 15 ou 20 jours. Je ne sais ce qu'elle aurait duré sans la catastrophe qui termina ce voyage. Du capitaine Nemo, il n'était plus question. De son second, pas davantage. Pas un homme de l'équipage ne fut visible un seul instant. Presque incessamment, le Nautilus flottait sous les eaux. Quand il remontait à leur surface, afin de renouveler son air, les panneaux s'ouvraient ou se refermaient automatiquement. Plus de points reportés sur le planisphère. Je ne savais où nous étions. Je dirais aussi que le Canadien, à bout de force et de patience, ne paraissait plus. Conseil ne pouvait en tirer un seul mot, et craignait que, dans un accès de délire ou sous l'empire d'une nostalgie effrayante, il ne se tuât. Il le surveillait donc avec un dévouement de tous les instants. On comprend que, dans ces conditions, la situation n'était plus tenable. Un matin, à quelle heure, je ne saurais le dire, je m'étais assoupi vers les premières heures du jour, assoupissement pénible et maladif. Quand je m'éveillai, je vis Ned Land se pencher sur moi, et je l'entendis me dire à voix basse: « Nous allons fuir. » Je me redressai. « Quand fuyons-nous ? demandai-je. « La nuit prochaine. Toute surveillance semble avoir disparu du Nautilus. On dirait que la stupeur règne à bord. Vous serez prêt, monsieur ? » « Oui. Où sommes-nous ? » « En vue de terre, que je viens de relever ce matin au milieu des brumes, à 20 milles dans l'est. Quelles sont ces terres ? Je l'ignore, mais quelles qu'elles soient, nous nous y réfugierons. Oui, Ned. Oui, nous fuirons cette nuit, dût la mer nous engloutir. La mer est mauvaise, le vent violent, mais 20 milles à faire dans cette légère embarcation du Nautilus ne m'effraie pas. J'ai pu y transporter quelques vivres et quelques bouteilles d'eau à l'insu de l'équipage. Je vous suivrai. D'ailleurs, ajouta le Canadien, si je suis surpris, je me défends, je me fais tuer. Nous mourrons ensemble, ami Ned. J'étais décidé à tout. Le Canadien me quitta. Je gagnai la plate-forme sur laquelle je pouvais à peine me maintenir contre le choc des lames. Le ciel était menaçant, mais puisque la terre était là, dans ces brumes épaisses, il fallait fuir. Nous ne devions perdre ni un jour, ni une heure. Je revins au salon, craignant et désirant tout à la fois de rencontrer le capitaine Nemo, voulant et ne voulant plus le voir. Que lui aurais-je dit? Pouvais-je lui cacher l'involontaire horreur qu'il m'inspirait? Non. Mieux valait ne pas me trouver face à face avec lui. Mieux valait l'oublier. Et pourtant, combien fut longue cette journée, la dernière que je dusse passer à bord du Nautilus.
Je restai seul. Ned Land et Conseil évitaient de me parler par crainte de se trahir. À 6 heures, je dînai, mais je n'avais pas faim. Je me forçai à manger malgré mes répugnances, ne voulant pas m'affaiblir. À 6h30, Ned Land entra dans ma chambre. Il me dit: « Nous ne nous reverrons pas avant notre départ. À 10 heures, la lune ne sera pas encore levée. Nous profiterons de l'obscurité. Venez au canot. Conseil et moi, nous vous y attendrons. » Puis le Canadien sortit, sans m'avoir donné le temps de lui répondre. Je voulus vérifier la direction du Nautilus. Je me rendis au salon. Nous courions nord-nord-est avec une vitesse effrayante, par 50 mètres de profondeur. Je jetai un dernier regard sur ces merveilles de la nature, sur ces richesses de l'art entassées dans ce musée, sur cette collection sans rivale, destinée à périr un jour au fond des mers avec celui qui l'avait formée. Je voulus fixer dans mon esprit une impression suprême. Je restai 1 heure ainsi, baigné dans les effluves du plafond lumineux, et passant en revue ces trésors resplendissants sous leurs vitrines. Puis je revins à ma chambre. Là, je revêtis de solides vêtements de mer. Je rassemblai mes notes et les serrai précieusement sur moi. Mon cœur battait avec force. Je ne pouvais en comprimer les pulsations. Certainement, mon trouble, mon agitation m'eussent trahi aux yeux du capitaine Nemo. Que faisait-il en ce moment? J'écoutai à la porte de sa chambre. J'entendis un bruit de pas. Le capitaine Nemo était là. Il ne s'était pas couché. À chaque mouvement, il me semblait qu'il allait m'apparaître et me demander pourquoi je voulais fuir. J'éprouvais des alertes incessantes. Mon imagination les grossissait. Cette impression devint si poignante que je me demandais s'il ne valait pas mieux entrer dans la chambre du capitaine, le voir face à face, le braver du geste et du regard. C'était une inspiration de fou. Je me retins, heureusement, et je m'étendis sur mon lit pour apaiser en moi les agitations du corps. Mes nerfs se calmèrent un peu. Mais, le cerveau surexcité, je revis dans un rapide souvenir toute mon existence à bord du Nautilus, tous les incidents heureux ou malheureux qu'il avait traversés depuis ma disparition de l'Abraham Lincoln. Les chasses sous-marines, le détroit de Torrès, les sauvages de la Papouasie, les Chouans, le cimetière de corail, le passage de Suez, l'île de Santorin, le plongeur crétois, la baie de Vigo, l'Atlantide, la banquise, le pôle sud, l'emprisonnement dans les glaces, le combat des poulpes, la tempête du Gulf Stream, le Vengeur, et cette horrible scène du vaisseau coulé avec son équipage. Tous ces événements passèrent devant mes yeux, comme ces toiles de fond qui se déroulent à l'arrière-plan d'un théâtre. Alors le capitaine Nemo grandissait démesurément dans ce milieu étrange. Son type s'accentuait et prenait des proportions surhumaines. Ce n'était plus mon semblable, c'était l'homme des eaux, le génie des mers. Il était alors 9h30. Je tenais ma tête à 2 mains pour l'empêcher d'éclater. Je fermai les yeux, je ne voulais plus penser. 1 demi-heure d'attente encore. 1 demi-heure d'un cauchemar qui pouvait me rendre fou. En ce moment, j'entendis les vagues accords de l'orgue, une harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritable plainte d'une âme qui veut briser ses liens terrestres. J'écoutais par tous mes sens à la fois, respirant à peine, plongé, comme le capitaine Nemo, dans ces extases musicales qui l'entraînaient hors des limites de ce monde. Puis une pensée soudaine me terrifia. Le capitaine Nemo avait quitté sa chambre. Il était dans ce salon que je devais traverser pour fuir. Là, je le rencontrerais une dernière fois. Il me verrait, il me parlerait peut-être. Un geste de lui pouvait m'anéantir. Un seul mot m'enchaînait à son bord. Cependant, 10 heures allaient sonner. Le moment était venu de quitter ma chambre et de rejoindre mes compagnons. Il n'y avait pas à hésiter, dut le capitaine Nemo se dresser devant moi. J'ouvris ma porte avec précaution, et cependant, il me sembla qu'en tournant sur ses gonds, elle faisait un bruit effrayant. Peut-être ce bruit n'existait-il que dans mon imagination. Je m'avançai en rampant à travers les coursives obscures du Nautilus, m'arrêtant à chaque pas pour comprimer les battements de mon cœur. J'arrivai à la porte angulaire du salon. Je l'ouvris doucement. Le salon était plongé dans une obscurité profonde. Les accords de l'orgue résonnaient faiblement. Le capitaine Nemo était là. Il ne me voyait pas.
Je crois même qu'en pleine lumière, il ne m'eût pas aperçu, tant son extase l'absorbait tout entier. Je me traînai sur le tapis, évitant le moindre heurt dont le bruit eût pu trahir ma présence. Il me fallut 5 minutes pour gagner la porte du fond qui donnait sur la bibliothèque. J'allais l'ouvrir quand un soupir du capitaine Nemo me cloua sur place. Je compris qu'il se levait. Je l'entrevis même, car quelques rayons de la bibliothèque éclairés filtraient jusqu'au salon. Il revint vers moi, les bras croisés, silencieux, glissant plutôt que marchant comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots, et je l'entendis murmurer ces paroles, les dernières qui frappaient mon oreille. Dieu tout-puissant. Assez, assez. Est-ce l'aveu du remords qui s'échappait ainsi de la conscience de cet homme? Éperdu, je me précipitai dans la bibliothèque. Je montai l'escalier central, et suivant la coursive supérieure, j'arrivai au canot. J'y pénétrai par l'ouverture qui avait déjà livré passage à mes 2 compagnons. Partons, partons, m'écriai-je. À l'instant, répondit le Canadien. L'orifice évidé dans la tôle du Nautilus fut préalablement fermé et boulonné au moyen d'une clef anglaise dont Ned Land s'était muni. L'ouverture du canot se ferma également et le Canadien commença à dévisser les écrous qui nous retenaient encore au bateau sous-marin. Soudain, un bruit intérieur se fit entendre. Des voix se répondaient avec vivacité. Qu'y avait-il? S'était-on aperçu de notre fuite? Je sentis que Ned Land me glissait un poignard dans la main. Oui, murmurai-je, nous saurons mourir. Le Canadien s'était arrêté dans son travail. Mais un mot, 20 fois répété, un mot terrible, me révéla la cause de cette agitation qui se propageait à bord du Nautilus. Ce n'était pas à nous que son équipage en voulait. Maelstrom, Maelstrom, s'écriait-il. Le Maelstrom. Un nom plus effrayant dans une situation plus effrayante pouvait-il retentir à notre oreille? Nous trouvions-nous donc sur ces dangereux parages de la côte norvégienne? Le Nautilus était-il entraîné dans ce gouffre au moment où notre canot allait se détacher de ses flancs? On sait qu'au moment du flux, les eaux resserrées entre les îles Féroé et Lofoden sont précipitées avec une irrésistible violence. Elles forment un tourbillon dont aucun navire n'a jamais pu sortir. De tous les points de l'horizon accourent des lames monstrueuses. Elles forment ce gouffre justement appelé le nombril de l'océan, dont la puissance d'attraction s'étend jusqu'à une distance de 15 kilomètres. Là sont inspirés non seulement les navires, mais les baleines, mais aussi les ours blancs des régions boréales. C'est là que le Nautilus, involontairement ou volontairement peut-être, avait été engagé par son capitaine. Il décrivait une spirale dont le rayon diminuait de plus en plus, ainsi que lui, le canot, encore accroché à son flanc, était emporté avec une vitesse vertigineuse. Je le sentais. J'éprouvais ce tournoiement maladif qui succède à un mouvement de giration trop prolongé. Nous étions dans l'épouvante, dans l'horreur portée à son comble, la circulation suspendue, l'influence nerveuse annihilée, traversée de sueurs froides comme les sueurs de l'agonie. Et quel bruit autour de notre frêle canot! Quel mugissement que l'écho répétait à une distance de plusieurs milles! Quel fracas que celui de ces eaux brisées sur les roches aiguës du fond, là où les corps les plus durs se brisent, là où les troncs d'arbres s'usent et se font une fourrure de poils, selon l'expression norvégienne. Quelle situation! Nous étions ballottés affreusement. Le Nautilus se défendait comme un être humain. Ses muscles d'acier craquaient. Parfois il se dressait, et nous avec lui. Il faut tenir bon, dit Ned, et revisser les écrous. En restant attachés au Nautilus, nous pouvons nous sauver encore. Il n'avait pas achevé de parler qu'un craquement se produisait. Les écrous manquaient, et le canot, arraché de son alvéole, était lancé, comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon. Ma tête porta sur une membrure de fer, et, sous ce choc violent, je perdis connaissance. Fin du chapitre 22 de la deuxième partie. Deuxième partie, chapitre 23 de 20 milieux sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Julie Van Malleghem.
20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 23. Conclusion. Voici la conclusion de ce voyage sous les mers. Ce qui se passa pendant cette nuit, comment le canot échappa au formidable remous du maelstrom, comment Ned Land, Conseil et moi nous sortîmes du gouffre, je ne saurais le dire. Mais quand je revins à moi, j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofoden. Mes deux compagnons, sains et saufs, étaient près de moi et me pressaient les mains. Nous nous embrassâmes avec effusion. En ce moment, nous ne pouvons songer à regagner la France. Les moyens de communication entre la Norvège septentrionale et le sud sont rares. Je suis donc forcé d'attendre le passage du bateau à vapeur qui fait le service bimensuel du cap Nord. C'est donc là, au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis, que je revois le récit de ces aventures. Il est exact. Pas un fait n'a été omis, pas un détail n'a été exagéré. C'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition sous un élément inaccessible à l'homme, et dont le progrès rendra les routes libres un jour. Me croira-t-on? Je ne sais. Peu importe après tout. Ce que je puis affirmer maintenant, c'est mon droit de parler de ces mers sous lesquelles, en moins de 10 mois, j'ai franchi 20 000 lieues, de ce tour du monde sous-marin qui m'a révélé tant de merveilles à travers le Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge, la Méditerranée, l'Atlantique, les mers australes et boréales. Mais qu'est devenu le Nautilus? A-t-il résisté aux étreintes du maelstrom? Le capitaine Nemo vit-il encore? Poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles, ou s'est-il arrêté devant cette dernière hécatombe? Les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie? Saurai-je enfin le nom de cet homme? Le vaisseau disparu nous dira-t-il par sa nationalité la nationalité du capitaine Nemo? Je l'espère. J'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer, son gouffre le plus terrible, et que le Nautilus a survécu là où tant de navires ont péri. S'il en est ainsi, si le capitaine Nemo habite toujours cet océan, sa patrie d'adoption, puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche. Que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance. Que le justicier s'efface, que le savant continue la paisible exploration des mers. Si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Ne l'ai-je pas compris par moi-même? N'ai-je pas vécu 10 mois de cette existence extranaturelle? Aussi, à cette demande posée, il y a 6 000 ans, par l'Ecclésiaste, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme? 2 hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre maintenant, le capitaine Nemo et moi. Fin du chapitre 23 de la deuxième partie. Fin de la deuxième partie. Fin de 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne.